Euh, alors, on va se lancer avec une enquête de Mediapart sur France Télévisions, puisque je n'arrête pas de vous le répéter, c'est comme si je donnais 15 cents, garder la monnaie. Oui, évidemment. Ah bah pour Xavier Niel, 1000 euros, oui, c'est l'argent de la baguette tradition qu'on s'achète le soir. Je n'arrête pas de vous parler de cette commission d'enquête sur le financement et la neutralité du service public. Commission d'enquête qui a commencé, commission d'enquête parlementaire. Et que se passe-t-il ? Eh bien, ça va commencer à craquer. Parce que donc, la vraie question de cette commission d'enquête parlementaire, c'est est-ce que l'extrême droite arrivera à faire privatiser France Télévisions ? Et donc, la vraie question, c'est comment France Télévisions dépense son argent ? Je ne sais pas si tout le monde connaît l'affaire des animateurs-producteurs qui, dans les années 90, avaient secoué France Télé. On va en reparler juste après. Mais on est peut-être à l'aube d'une deuxième affaire des animateurs-producteurs. Et donc, je vous raconterai cette affaire juste après. Et donc, publié hier, une enquête de Mediapart sous la plume de Younes Abzouz. 343 millions versés en 2004 au privé, les chiffres secrets de France Télévisions. Des documents comptables obtenus par Mediapart révèlent l'emprise croissante de grands groupes de production privée dans la grille des programmes du groupe public. France Télé dit subir la dynamique de concentration du marché de la production audiovisuelle sans pour autant rester passive. C'est à vous, c'est dans l'air, n'oubliez pas les paroles, autant d'émissions phares du service public audiovisuel et dont les incarnations à l'antenne sont connues de toutes et tous. Ce que les téléspectateurs et téléspectatrices savent moins en revanche, c'est qu'une grande partie de ces programmes d'information et de divertissement ne sont pas produits en interne par les équipes de France Télévisions, mais achetés auprès de sociétés de production privées. Et ça, je pense que c'est une des premières choses qui va étonner, à mon avis, beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ne suivent pas forcément le chemin de la production audiovisuelle et qui ne savent pas comment fonctionne finalement une chaîne de télé comme France Télévisions. Mais en effet, donc, la plupart des programmes, alors la plupart, peut-être un abus de langeage, mais beaucoup de programmes de France Télévisions sont achetés à des boîtes de production extérieures et des boîtes privées. Concrètement, une entreprise, appelons-la Télévision Production, dit à France Télé, nous, on peut vous fournir une émission, un talk show du samedi soir, au hasard, qui s'appellerait Quelle époque. Vous nous l'achetez et on vous le livre clé en main. Voilà. Et on s'occupe évidemment de tous les coûts, c'est-à-dire le plateau, la technique, le personnel, bref, toute la gestion de tout ça. Si d'ici, on en avait pas mal parlé sur Nagui il y a quelques années. Ouais, absolument. Mais justement, on va y revenir juste après parce que ça commence à ressembler un peu à cette affaire-là. Et donc, je pense que ça, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que, en effet, la plupart des divertissements qu'on regarde sur nos chaînes de télé ne sont pas produits par les chaînes, mais sont achetés à des boîtes de production extérieures. Divertissement ou parfois, ou même l'info. Typiquement, vous avez des programmes mais je crois qu'ils en parlent dans le papier de Mediapart, vous avez des programmes d'investigation sur France Télé qui sont produits par des boîtes de production extérieures. Ce qui n'empêche pas, évidemment, le circuit de la copie, la vérification de l'info, etc. Mais voilà, c'est pas produit maison en interne. Rien que pour l'année 2024, donc, France Télévisions a payé un peu plus de 343 millions d'euros pour acquérir les programmes de flux auprès de 119 fournisseurs différents, sur un budget total avoisinant les 3 milliards d'euros. Donc, si je ne suis pas trop nul en pourcentage, 343 millions sur 3 milliards, un dixième à peu près. Un peu moins, un peu plus. Un peu moins. Un peu plus. Je vais y arriver. Peut-être un neuvième. Ce système d'externalisation permet de faire ruisseler les subsides publics vers une myriade de sociétés de productions indépendantes et de soutenir l'écosystème de la création audiovisuelle. On a trouvé le fameux ruissellement, il est là. Sauf qu'à la faveur d'un vaste mouvement de concentration, un grand nombre des fournisseurs historiques de la télévision publique ont été avalés par de grands groupes devenus des empires internationaux de la production
audiovisuelle. C'est le cas notamment de Media One, qui a été cité dans le chat, fondé en 2015 par le trio Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, qui en l'espace de quelques années s'est imposé dans le trio de tête des fournisseurs de programmes de l'audiovisuel public. En 2020, le groupe, en partie contrôlé par le fonds d'investissement états-unien KKR, prend une autre dimension en rachetant Lagardère Studio, mettant ainsi la main sur la société historique de Jean-Luc Delarue, Réservoir Prod, et sur celle produisant C'est dans l'air, Maximal Production. Pour cette émission, ainsi que pour C'est à vous et Ça commence aujourd'hui, France Télévisions verse 33 millions d'euros à Media One selon les documents comptables obtenus par Mediapart. Donc, pour ceux qui peut-être connaissent pas ces programmes, C'est dans l'air, une émission de débat du soir, de deuxième partie de soirée, qui est diffusée sur France 5. C'est à vous, France 5 aussi, c'est le talk qui est diffusé vers 19h, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Et Ça commence aujourd'hui, c'est tous les après-midi, je crois, vers 14h, en gros après le JT de 13h, émission de témoignages présentée par Faustine Bollard. Et si l'on ajoute les programmes patrimoniaux, à savoir les documentaires et les fictions, France Télévisions, pour la seule année 2024, a rapporté 111 millions d'euros de chiffre d'affaires à Media One sur un ensemble de 920 millions d'euros consacrés à l'achat de programmes. Donc là encore, on n'est pas loin du 10e. Un pactole qui n'a cessé de grossir au cours des 3 dernières années, au point de faire du groupe public le premier client de Media One. Signe de sa position ultra dominante, le groupe dirigé par l'influent Pierre-Antoine Capton, proche d'Emmanuel Macron, est actionnaire majoritaire dans 28 des sociétés de production qui fournissent France Télévisions en programmes divers. S'agissant du tableau d'ensemble, les 5 premiers fournisseurs de programmes de flux de France Télé, tous des grands groupes intégrés et mondialisés, à l'exception de la filiale maison France TV Studio, possédée intégralement par le groupe public, ont engrangé 199 millions d'euros de chiffre d'affaires au travers des divers contrats qui les lient à la télévision publique. Sur les 5, Media One arrive derrière Banijay, l'autre mastodonte de la production audiovisuelle et propriété du financier Stéphane Courby, mais devant la société de production de l'animateur Arthur, Satisfaction et Warner Media, filiale du géant états-unien Warner Bros. Une liste assez éloignée de l'idée qu'on se fait de l'exception culturelle française censée préserver la création audiovisuelle des règles commerciales du libre-échange et à laquelle France Télé doit pourtant contribuer. Aymeric Caron, député apparenté LFI, estime que France Télévisions soit en grande partie dépendante de grands groupes comme Media One, ça pose un problème démocratique. Cette situation menace l'indépendance de la télévision publique et la rend captive des intérêts des groupes privés qui pourraient être tentés d'orienter le débat public en leur faveur via les émissions qu'ils produisent. De son côté, France Télévisions dit subir la dynamique de concentration du marché de la production audiovisuelle sans pour autant rester passive. Depuis plusieurs années, on s'affaire à augmenter nos capacités de production interne à travers la création et le développement de France TV Studio, aujourd'hui l'une des plus grosses structures du secteur qui emploie 450 salariés. Ça nous permet de développer nos propres formats. Et France Télé a donc acheté à France Télé Studio 100 millions d'euros de programmes sur une enveloppe d'un peu plus de 900 millions d'euros. Donc on est dans la même proportion à peu près que pour les boîtes privées. Pour les syndicats de journalistes qui prônent la réinternalisation de la production de contenu, au moins concernant les émissions d'information ou les documentaires, France TV Studio permet surtout au groupe public de faire du dumping social. Certes, c'est une structure de production publique, mais ce n'est pas France Télé non plus. Le cadre social est moins disant et lorsque les salariés de France Télé travaillent pour la filiale de production, ils doivent être détachés. Avance Antoine Chusville, journaliste à la télévision publique et délégué syndical du SNJ, le syndicat national des journalistes. Surtout, de l'avis des syndicats, France Télé Studio ne bénéficie pas des mêmes garanties d'indépendance capitalistique et financière que le gros public. Je me suis perdu. France Télévisions pourrait même être tentée en cas de pépin budgétaire de vendre une partie de sa filiale à un groupe privé. Et donc Antoine Chusville interroge, la vraie question c'est de savoir si on accepte que la première télé publique devienne un simple instrument de diffusion dont le rôle est d'acheter des contenus et de consolider des empires de la production privée. Nous pensons que l'audiovisuel public doit aussi être capable de construire, de fabriquer son outil de production interne pour réduire la dépendance aux acteurs privés et on se retrouve exactement avec les mêmes questions qu'il y a 30 ans, pendant le scandale des animateurs producteurs. Vous allez voir, c'est assez troublant et à mon avis ça risque de pas s'arranger avec la commission d'enquête. Le recours à des fournisseurs extérieurs expose d'ailleurs les émissions du service public à des conflits d'intérêts et soulève régulièrement des interrogations en matière d'indépendance de l'information. Comme lorsque, en janvier 2024, C'est à vous recevait en grande pompe Xavier Niel, actionnaire de Media One,
qui produit l'émission pour le lancement de sa nouvelle box Internet. Attendez, bougez pas parce que on a quelqu'un d'assez désagréable dans le chat. Voilà. Donc c'est à vous qui recevez en janvier 2024 Xavier Niel, actionnaire de Media One, qui produit l'émission pour le lancement de sa nouvelle box. L'Arcom avait même épinglé l'émission pour publicité clandestine, estimant que la présentation de la nouvelle offre du fondateur de Free avait été trop élogieuse et marquée par une absence de critique. Par ailleurs, à l'époque, quand même, n'importe qui était devant sa télé pouvait se demander pourquoi C'est à vous faisait la pub d'une nouvelle box internet, parce que s'ils font la pub de toutes les nouvelles box internet, ils y passent, à mon avis, une bonne partie de leur soirée. Donc, il y avait ça. Ensuite, la deuxième question, évidemment, qui se pose, qui n'est pas, je crois, posée dans le papier de Mediapart, mais bon, qui est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que, en admettant que donc, Xavier Niel, ou d'autres, ou Mathieu Pigasse, ou Pierre-Antoine Capton, fournissent en tout cas à France Télé une grande partie de leur programme, forcément, on peut se demander, est-ce que France Télé peut toujours enquêter sur ces gens ? C'est-à-dire, est-ce que demain, un cache investigation ou un complément d'enquête sur Xavier Niel, par exemple, ne serait pas un petit problème ? Bon. Évidemment, France Télé répondra que non, que indépendance totale, etc. Mais forcément, la question doit se poser et doit trotter dans la tête de certains journalistes qui doivent se dire, bah oui, du coup, est-ce qu'on peut y aller ? Parce que c'est un peu risqué, quoi. Plus surprenant encore, un documentaire hagiographique sur Amélie Oudéa Castéra, diffusé sur France 3 au creux de l'été, et qui laissait l'ancienne ministre dérouler un discours mensonger sans jamais être contredite. Le documentaire, réalisé par Antoine Beneteau, qui compte parmi ses principaux clients la Fédération française de tennis, dirigé entre mars 2021 et mai 2022 par Amélie Oudéa Castéra, devait initialement nous plonger dans les coulisses de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Constatant un peu tardivement le décalage entre la commande initiale et le résultat, France Télé avait maintenu la diffusion du documentaire, mais en le reléguant sur un créneau de diffusion moins exposé, un lundi en deuxième partie de soirée, puisque c'est aussi l'autre sujet. Quand vous faites appel à des boîtes de production extérieures, vous n'avez évidemment pas la maîtrise de leur clientèle. C'est logique. Donc, si vous faites appel à une boîte, je sais pas moi, pour réaliser un documentaire sur au hasard Total, mais que cette boîte, en parallèle, fait aussi du contenu promotionnel pour BP, Esso ou je sais pas d'autres marques, c'est déjà pas mal. Comment vous pouvez être sûr que le travail va être fait à bon escient et selon les bons standards journalistiques ? Bah, vous pouvez pas trop. Et c'est exactement ce qui s'est passé donc avec Amélie Oudéa Castéra, puisqu'Antoine Beneteau travaille aussi pour la Fédération française de tennis. Là, il y a un petit conflit d'intérêts un peu bizarre qui aurait pu se régler si le documentaire avait été impeccable, mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Donc, malgré ces quelques ratés, France Télévisions assure avoir les mêmes exigences déontologiques pour tous ses programmes, quelle que soit la société de production. L'actionnariat ne fait pas l'indépendance du travail, insiste-t-on, au sein du groupe public qui met en avant le succès de Cache Investigation, l'autre émission d'enquête de France 2 produite par Première Ligne, une entreprise privée. Voilà. Quand je vous disais que des programmes d'investigation étaient aussi produits par des entreprises privées. C'est le cas de Cache Investigation. France Télé reconnaît toutefois qu'il y a un enjeu à harmoniser entre les émissions produites en interne et celles en externe, le regard journalistique pour avoir un récit cohérent en vue de la présidentielle 2027. Ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, avoir un récit cohérent en vue de la présidentielle 2027. C'est un peu bizarre. J'ai des sautes de caméra, non ? Je suis les seuls à le voir ou... Parce qu'elle fait des mises au point un peu étranges. Bon. Par ailleurs, France Télévisions se dit aussi tributaire du marché mondialisé d'achat de programmes où ce qui compte, c'est d'avoir l'idée du format. Les téléspectateurs veulent voir N'oubliez pas les paroles, pas un autre programme. Or, ce format ne nous appartient pas. Un programme n'est pas toujours substituable à un autre, de la même manière qu'un animateur n'est pas toujours remplaçable.
Pour garder cette tête d'affiche que les autres chaînes rêvent de lui prendre, France Télévisions est parfois conduite à mettre en place des montages acrobatiques. Ainsi, nombreux sont les animateurs et animatrices phares de la télévision publique à développer une activité lucrative de producteurs et de productrices indépendantes à côté de leur emploi pour France Télé. Selon nos informations, il en est ainsi de Laurent Delahousse, présentateur du journal télé Le Week-end, salarié à temps partiel de France 2 et actionnaire de Native Productions, sa boîte de prod qui vend pour 1,2 million d'euros de programmes à France Télévisions. Léa Salamé, nouvelle incarnation du JT de 20h sur France 2, est aussi salariée à temps partiel du groupe public, un statut qui lui permet de cumuler la présentation de l'émission Quelle époque le samedi soir, qu'elle coproduit avec la société d'Hugo Clément. Le visage de l'écologie sur les antennes du service public a par ailleurs perçu 2 millions d'euros en 2024 par l'intermédiaire de sa société de production au titre de l'émission Sur le front. Là-dessus, manque une petite précision parce qu'on ne sait pas si 2 millions d'euros, c'est ce qu'il a perçu personnellement ou c'est si ce que son entreprise, sa boîte de production a perçu pour produire sur le front. Mais bon, en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Cette situation est l'aboutissement de la politique de starification mise en œuvre par l'audiovisuel public, juge Émeric Caron, ex-journaliste pour une ancienne émission à succès du service public. On fait incarner les programmes par des personnes qu'on transforme en stars et on se place dans une situation de dépendance vis-à-vis d'elles. Or, quand on travaille pour l'audiovisuel public, il y a une notion de service public. La rémunération des patrons des entreprises ou administrations publiques est plafonnée. Il devrait en être de même pour la télé publique. Je suis assez d'accord. Sachant que, donc, la DRAT, ah ouais, Hugo Clément, potentiel multimillionnaire, en fait. Alors déjà, bienvenue dans le chat. Et ensuite, oui, tout à fait. Potentiellement. SGD sur le front, où j'ai cru voir une pub cachée pour une boîte de production de machines à nettoyer des verres dans une émission sur le carton et le papier. Ah bah, si tu retrouves le replay, je veux bien que tu le mettes dans le chat. Comme ça, je jetterai un œil. On sait jamais. Si ça date d'il y a pas... Si ça date pas d'il y a 5 ans, quoi, mais... Oui, parce que donc, sur les rémunérations dans l'audiovisuel public, en gros, il y a des chiffres qu'on sait, à peu près. C'est que, par exemple, pour la présentation du JT de 20h, Léa Salamé, on sait qu'elle est autour de 20-25 000 euros par mois de salaire. Merci SGD, je me le garde en favori, ce lien. Qu'est-ce que je disais ? Donc oui, il y a des salaires qui sont... En fait, c'est, je pense, l'un des principaux enjeux de cette commission d'enquête. Par ailleurs, qui n'est pas neutre, hein, on va voir pourquoi cette commission d'enquête n'est pas neutre et qui est en train de la mener. Mais ça va être ça. Je pense que pour le but, si l'extrême droite veut enfoncer le clou dans le cercueil du service public, c'est les salaires. Ça va être de montrer l'argent et évidemment de sortir des chiffres en dehors de tout ordre de grandeur, de toute explication rationnelle de pourquoi ces chiffres existent, pour dire aux Français, vous vous rendez compte, il y en a qui se gavent. Il y en a qui se gavent, en plus dans des émissions, parce que ça c'est évidemment le grand discours de l'extrême droite, dans des émissions qui détestent les Français, qui détestent les électeurs, qui votent mal, qui se moquent de la France d'en bas, etc. Ça va être le grand argument qui va être développé dans tous les sens. Et donc, il va falloir pouvoir expliquer ces rémunérations. Ce qui va être, à mon avis, pas si simple. Mais il y a un chemin qu'il va falloir trouver. Et puis, on va voir aussi, parce que je crois qu'au départ, la commission d'enquête voulait interroger plein d'animateurs et de journalistes de France Télé. Je crois qu'ils avaient... Alors, c'est peut-être toujours prévu, mais en tout cas, ils voulaient interroger Nagui, ils voulaient interroger, je crois, Léa Salamé, Hugo Clément, etc. Donc, ça va être intéressant de voir aussi, eux, personnellement, ce qu'ils répondent à tout ça. Ensuite, sur le système de double casquette, c'est-à-dire, par exemple, Laurent Delahousse ou Léa Salamé, journaliste et producteur, ça aussi, ça va être intéressant de remettre à plat ce système-là, ou en tout cas de l'expliquer, parce que je pense que pour plein de gens, en effet, c'est un peu bizarre. Il y a un truc un peu bizarre de se dire que Laurent Delahousse, qui présente le 13h le week-end, en fait, n'est pas que salarié de France Télévisions. C'est pas un emploi à temps plein de présenter le JT de 13h le week-end. Idem pour Léa Salamé, qui présente le 20h, donc on peut se dire, bah, c'est un emploi à temps plein. Non, en fait, elle a aussi un contrat de productrice.
avec France 2. Idem pour Hugo Clément, idem pour plein d'autres. Je pense que pour le divertissement, genre Nagui, c'est plus facile à comprendre parce qu'on voit bien... C'est plus habituel, quoi. On a plus l'habitude de savoir que les jeux télé sont produits ailleurs. Pour ce qui est de l'info et du talk show, c'est, je pense, un peu plus mystérieux. Mais j'ai de la buée sur ma caméra, là, non? Attendez, je ne vois... Bon, j'ai l'impression d'avoir de la... Mais je crois que j'ai de la buée sur ma caméra. Et donc, puisqu'on en est sur cette, toujours sur cette commission d'enquête... Ouais, je suis un peu flou, on est d'accord. Attendez, ne bougez pas. J'arrive. On va se nettoyer ça avec un bon coup de t-shirt à l'ancienne. Hop. Ouais, j'espère que vous n'étiez pas en plein écran. Ah, mais non, c'est le soleil qui fait ça. Tout simplement. Voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et bienvenue les bibis. Les billes, pardon. Pourquoi les bibis? Les billes dans le chat. Donc, cette commission d'enquête parlementaire... Alors, non, d'abord, est-ce que je vous fais un résumé de l'affaire des animateurs-producteurs? Allez. Parce que comme ça, on aura fait tout l'historique de la question. On a dissipé le brouillard sur la caméra, tout va bien. Donc, papier de Libération de 1997, ça ne rajeunit personne ici, sur l'affaire. Alors, l'affaire avait deux noms. Il y avait l'affaire El Kabbach, Jean-Pierre El Kabbach, qui est décédé depuis, ou l'affaire des animateurs-producteurs. Comment ça s'est passé à l'époque? C'est la Cour des comptes qui a flairé un loup dans les contrats de France Télévisions et qui s'est dit, attendez, qu'est-ce qui se passe avec le budget de France Télévisions? C'est en train de partir en cacahuète. Donc, Libé raconte, à l'époque, le scandale a ébranlé France 2 au printemps 96 et a coûté son siège à Jean-Pierre El Kabbach, président de France Télévisions, qui donc avait dû démissionner de la présidence. Si son renvoi en cours de discipline budgétaire ne figure pas dans le rapport, alors qu'il a été proposé, c'est qu'il n'interviendra que dans quelques mois, quand la Cour aura délibéré sur deux autres dossiers annexes. Je vous passe certains détails. À l'origine du scandale, des contrats, beaucoup de bonnes intentions. Moderniser l'image de France 2, gagner en audience face à TF1. Selon la Cour, ce sont les méthodes qui pêchent. El Kabbach fait appel à de jeunes animateurs, Arthur, Jean-Luc Delarue, et confirme 4 autres, Nagui, Mireille Dumas, Jacques Martin et Michel Drucker, et consent des ponts d'or à leur société de production. Conclut sous sa responsabilité directe, leur contrat d'un montant global d'environ 1,5 milliard de francs, présente de graves anomalies selon la Cour. C'est là aussi qu'on voit l'inflation, l'inflation terrible des coûts dans l'audiovisuel, et leurs effets sur les résultats de la chaîne sont jugés des plus incertains. En revanche, ils sont incontestablement contribués à l'enrichissement des sociétés intéressées. En préalable, la Cour relève que les autorités de tutelle de l'État ont été écartées au profit de quelques collaborateurs directs du président de France Télévisions, pas président de la République, assistés de consultants extérieurs, notamment un cabinet d'expertise comptable rétribué 1,32 million de francs. Et la tutelle a laissé faire. Aussi, la Cour souligne-t-elle sa part de responsabilité. Pourtant, les autorités censées chapeauter les chaînes publiques ne manquent pas, direction du Trésor et du Budget, ministère de la Communication, qui n'existe plus, qui est maintenant le ministère de la Culture, contrôleur d'État, Matignon, tous, sans compter les services juridiques et financiers de France 2, et le manuel de procédure interne à la chaîne ont été court-circuités ou dessaisis. Même le conseil d'administration de France 2 a fermé les yeux. Il a très vite consenti une délégation de pouvoir au président sans limitation de montant. Ses possibilités de contrôle étaient donc, de son propre fait, sacrément racornies. Quant au directeur général de France 2, Raphaël Hadas-Lebel, il a été évincé au profit du domaine réservé d'El Kabbach, dont la Cour fustige l'exercice trop personnel du pouvoir et le manque de transparence. Les critiques les plus sévères visent les contrats de Case Production d'Arthur et de Réservoir Prod de Delarue, qui est décédé aussi depuis. Clause de résiliation ligotant la chaîne, absence de devis, chiffre d'affaires garanti et modalités de paiement très avantageuses, absence de maîtrise éditoriale et d'obligation de résultat. Et surtout, c'était l'un des points centraux de toute cette affaire, les avances consenties
exorbitantes du droit commun ressemblant à des prêts à moyen terme sans intérêt, 40,5 millions pour la société de Delarue, 22 millions pour celle d'Arthur. Ces règlements, effectués plusieurs mois avant la fourniture de la première prestation, ont permis à une société privée travaillant exclusivement pour France 2 de se constituer et de financer ses premiers équipements, comme si elle n'avait été qu'un service de la chaîne au contrôle de laquelle pourtant elle échappait. Concrètement, donc, France Télé disait à telle boîte de prod, on va vous acheter une émission, un jeu, une émission de talk-show, peu importe, que vous allez nous fournir pour la rentrée prochaine en septembre, dans à peu près un an. On va vous avancer une partie des frais, 22, 40 millions, ce qui a permis à des sociétés de se créer tout bêtement, c'est-à-dire qui n'existaient pas, de se créer et de devenir les principaux prestataires de France Télévisions. Et la phrase un peu alambiquée qui dit « comme si elle n'avait été qu'un service de la chaîne au contrôle de laquelle pourtant elle échappait », c'est-à-dire concrètement, comme si elle était intégrée à France Télévisions, alors que France Télévisions n'avait aucun contrôle sur la production, sur le mode de production de ces programmes. Quant à l'objectif poursuivi, gagner de l'audience, il ne paraît pas avoir été atteint. Il y avait aussi, qui n'est pas évoqué là dans ce papier de Libération, la question des doubles salaires, puisque la Cour des comptes s'était rendu compte que certains producteurs animateurs, donc c'est pour ça qu'on a appelé ce scandale le scandale des producteurs animateurs, touchaient 2 salaires, c'est-à-dire qu'ils facturaient leur salaire à France Télévisions, qui était d'accord pour le faire, il n'y avait pas de mensonge là-dessus, mais en plus, donc ils étaient rémunérés en salaire par France Télévisions, salariés de France Télévisions, et pour la même prestation, ils étaient rémunérés par leur boîte de production. Boîte de production qui facturait ce salaire à qui ? À France Télévisions. Donc France Télévisions payait 2 salaires pour exactement le même travail à la même personne. Et donc ça s'était fini par le départ d'El Kabbach de la direction de France Télévisions, et ensuite tout un assainissement des comptes de France Télévisions, et toute une réflexion sur comment faire pour que ça ne se reproduise plus et qu'on ne retombe pas dans les mêmes écueils. On se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation, mais on s'en rapproche beaucoup. Et donc, j'en viens cette fois-ci à cette fameuse commission d'enquête parlementaire. Alors, commission d'enquête parlementaire dont le nom exact est... attendez, si j'arrive à écrire commission d'enquête. Commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de France Télé depuis tout à l'heure, mais ça comprend aussi Radio France. Évidemment. The Red LED, 30 ans. Ah, j'ai dit 40 ans ? Oula, oui, non, 30 ans. Bon, c'est déjà bien assez... Le coup de vieux est déjà assez sévère comme ça. Oui, non, parce que c'est la fin des années 90. Donc 30 ans. Oui, donc je disais France Télévisions, mais aussi Radio France. Là, on va commencer... Alors, la semaine dernière, il y a eu les médiateurs de France Télévisions et une partie du comité d'éthique de France Télévisions qui ont été interrogés. Ça a été un peu déjà musclé. Mercredi, c'est le gros morceau, puisque c'est Delphine Ernotte qui sera auditionnée, donc présidente de France Télévisions, qui sera auditionnée par la commission d'enquête. Peut-être que jeudi matin, on se fera le replay. On se fera le replay ensemble. Ça dépend combien de temps ça dure, parce qu'en général, c'est quand même un peu long, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'on pourra. Et ensuite, donc, ça va se poursuivre comme ça jusqu'au printemps. Je crois que ça va jusqu'à très loin. Si on fait les prochaines réunions, très bien fait. Le site de l'Assemblée, vous avez tout. Vous avez tout, et vous avez surtout les replays. Je suis allé trop loin dans la matrice. J'ai cassé le site. Ah bah non, attendez. Ah voilà. Non, pour l'instant, il n'y a que jusqu'au 18 décembre. Mais je crois que ça va... 18 décembre, Thomas Legrand. Ça va être bien. Ça va être intéressant. Donc voilà, vous avez Adèle Van Rett, directrice de France Inter, qui va être interrogée. Stéphane Sidbon-Gomez, qui est le directeur des antennes et programmes. Patrick Cohen, pareil, juste avant Thomas Legrand. Bon, je vous dis direct, le jeudi 18, Patrick Cohen, Thomas Legrand, on va se les faire en live. Ça, c'est sûr et certain. Si je peux. Je vais vérifier quand même que je peux, avec mon emploi du temps. Et donc, si jamais vous avez envie de regarder, tous les replays sont là. C'est vraiment très, très bien foutu, le site de l'Assemblée nationale. Et pas mal, non ? C'est français. Et si on prend, par exemple, celle-ci, hop, vous avez tout le replay, vous pouvez naviguer, évidemment, je dis ça marche pas à ce moment-là.
Voilà. Vous pouvez naviguer dans le replay, etc. etc. Donc, franchement, c'est très accessible, très facile et hyper intéressant. Si jamais vous avez jamais regardé ce genre d'audition, alors ça peut paraître comme ça un peu technique et un peu laborieux, mais en fait, on apprend plein de choses. La DRAT, l'étude moisie pour le Figaro faite par IA, va probablement alimenter cette commission d'enquête. C'est très possible. C'est très très possible. C'est très possible que d'ailleurs ça ait déjà été le cas, parce que j'avoue que j'ai suivi, mais j'ai pas tout suivi. Donc j'ai vu des extraits, bon. Mais oui, c'est même plus que possible. C'est probable. J'avais regardé les 5h30 de Bayrou. Ah bah oui, mais Bayrou, c'était un grand moment. Grand moment. Et par ailleurs, personnellement, je trouve que c'est un très bel exemple de comment la démocratie devrait fonctionner. C'est-à-dire que, parce que, il faut quand même rappeler, pour celles et ceux qui peut-être ne le savent pas, vous ne pouvez pas refuser de vous présenter devant une commission d'enquête. Première chose. Si vous êtes convoqué devant une commission d'enquête et que vous ne vous y rendez pas, sauf évidemment raison extraordinaire de vous êtes coincé en Thaïlande et il y a des inondations au hasard, vous êtes obligé de vous y rendre. Ça peut être en visio, éventuellement, si vous habitez à l'étranger, bien sûr. Mais sinon, vous êtes passible d'une amende, voire de plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que donc, Pierre-Édouard Stérin, par exemple, a refusé de le faire. Il avait dit non, mais moi je viendrai en visio. La commission a dit non, vous venez en présentiel parce que vous n'êtes pas si loin. Et donc il n'est pas venu. Je crois que c'est toujours en instruction, mais oui, en tout cas, il est poursuivi. Stérin, pour avoir manqué à ça. Et deuxième chose très importante devant une commission d'enquête, vous devez dire la vérité. Vous devez prêter serment, ce qui n'arrive pas souvent en France. Vous devez prêter serment et jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et si vous mentez donc vous mentez sous serment devant une commission d'enquête parlementaire, c'est un parjure et le parjure est condamné par la loi. Donc vous pouvez être poursuivi devant les tribunaux pour avoir menti. Sinon, il y avait l'influenceur TikTok qui s'était barré au milieu. Oui, comment il s'appelle C'était Alexis Chance, non Influenceur masculiniste qui avait... alors lui, il était en visio, je crois. Il avait coupé sa visio au milieu en disant « Bon, allez, je me casse ». Ça n'avait pas été abandonné la procédure contre ce terrain. Ah, bonne question. Attends, je vais vérifier tout de suite parce que comme ça, on dit pas de bêtises. J'en étais au fait qu'elle avait été lancée, mais... Pierre-Édouard Stérin visé par une enquête. Non, la dernière fois que j'ai, là, c'est septembre. Rattrapé par la justice, une enquête a été ouverte sur le milliardaire ultra-conservateur suite à son refus en mai... Attendez, je vous mets le papier. Suite à son refus en mai de répondre aux convocations de la commission d'enquête parlementaire. Donc... j'ai pas l'info que ça ait changé. Après, ça prend du temps en général, ce genre de choses. Si on ne se rend pas à une commission d'enquête, nous disent The Musician Beer, ou si on ment, le président et ou le rapporteur de la commission peuvent saisir le procureur général et c'est le procureur qui saisit des faits choisis ou non de poursuivre. Oui, tout à fait. J'ai dit le contraire, je sais pas. Peut-être pas été assez précis. Mais oui, en effet, c'est ça. Ah oui, non, les poursuites sont pas automatiques. Ah oui, non, pas du tout. Non, j'ai dit que c'était en effet répréhensible, mais c'est pas... Non, parce que par exemple, le parjure, ce que certains estiment être un parjure, la justice peut estimer que ça n'en est pas un. Pour le coup. Ne pas venir à une commission, bon. Les faits sont là, vous n'êtes pas venu. Après, si vous avez des très bonnes raisons de ne pas être venu, ça se discute aussi. Typiquement, il y avait eu cette fameuse question de est-ce que Vincent Bolloré, d'ailleurs je crois que c'est toujours pas tranché, parce qu'il me semble que Paul Vannier, député LFI, a fait un signalement, mais je suis pas sûr que ça ait pour l'instant connu des suites. Vincent Bolloré, donc devant la commission d'enquête sur la TNT, et notamment sur CNews, avait dit « Moi, je n'interviens pas dans la fabrication des programmes, je n'ai aucune espèce d'intervention éditoriale, de rôle éditorial
dans la fabrication des programmes de CNews. Sauf que, problème, dans son livre, Philippe de Villiers raconte que c'est Vincent Bolloré lui-même qui lui a proposé de faire une émission sur CNews. Parce que donc, Philippe de Villiers a une émission sur CNews. Face à Philippe de Villiers. Si vous avez l'occasion une fois de la regarder, c'est incroyable. Et ce qui, du coup, entre en contradiction directe avec les propos de Vincent Bolloré devant la commission d'enquête, puisque de Villiers dit « Il est venu chez moi, en Vendée, et il m'a dit « Voilà, Philippe, viens faire une émission, tu seras éditorialiste, on te mettra un journaliste en face, ça sera une émission de discussion, etc. » Bon. Ce qui donc voudrait dire qu'il y a une intervention directe de Vincent Bolloré. Paul Vanier, donc député LFI et rapporteur de la commission d'enquête, avait décidé donc de signaler les propos de Vincent Bolloré à la justice, arguant que donc Vincent Bolloré avait commis un parjure. On verra. Si la justice apprécie en effet en ce sens ou juge que non, c'était une façon de parler. Par ailleurs, on pourrait dire que le récit de Philippe de Villiers n'est pas circonstancié. Bon, je sais pas, il y a plein d'arguments dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça marche pour la commission d'enquête. Et on en vient à qui est le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je vous présente Charles Aloncle. Tout simplement. Député Union des droites de 32 ans, donc député UDR, Union des droites pour la République, Union des droites pour la République, le mouvement d'Éric Ciotti. Et donc, portrait dans le Nouvel Obs, qui raconte un peu qui c'est. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin, évidemment, puisque le rapporteur de la commission d'enquête est le principal poseur de questions pendant ces commissions d'enquête. Et c'est quelqu'un qui vient de loin. Vous allez voir. Après avoir absorbé tout l'été une solide documentation sur le coût de l'immigration pour préparer une commission d'enquête sur le sujet, Charles Aloncle était fin prêt pour endosser son rôle de rapporteur, mais lui et ses amis ciotistes se sont opportunément ravisés début septembre après la divulgation de la vidéo volée montrant les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen en grande discussion avec deux cadres du PS, interprétés comme une preuve de collusion. Neutralité, fonctionnement, financement, le spectre de la commission est si large qu'il permet de viser aussi bien l'éditorial que les finances du service public. Mais n'allez pas dire à Charles Aloncle qu'il fait le jeu de Vincent Bolloré dont le groupe est en conflit ouvert avec France Télé. Je suis indépendant, proteste l'élu. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontré. Être à 32 ans le porte-parole de l'UDR, c'est frustrant. Le groupe d'Éric Ciotti, allié au RN, n'a droit qu'à 15 minutes mensuelles de temps de parole sur les chaînes de télé. En revanche, porter le fer contre le service public, c'est le bon plan pour booster sa notoriété. À côté des incontournables Delphine Ernotte et Sybille Veil, respectivement présidentes de France Télé et Radio France, le député aimerait dans l'idéal convoquer Nagui, Jean-François Aquili, Jacques Cardoz, David Pujadas, Guillaume Meurice, Léa Salamé et Élise Lucet. Les oraux de ces têtes d'affiche seront repris en boucle sur CNews, Europe 1, dans le JDD. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas tous les noms, bon, Nagui, je pense ça va, David Pujadas, ancien du JT de France 2, aujourd'hui sur LCI. Guillaume Meurice, évidemment, humoriste, viré de France Inter il y a 2 ans maintenant. Léa Salamé qui présente le JT de France 2 et Quelle époque. Élise Lucet qui présente Cache Investigation et Envoyé spécial. Jacques Cardoz, ancien du JT de France 2, qui s'était recyclé chez Cyril Hanouna après un passage par l'Olympique de Marseille. Faut suivre. Ancien, pas du JT de France 2, ancien de... Pardon, j'ai dit une bêtise. Ancien de Complément d'enquête, présentait Complément d'enquête, et qui ensuite s'est répandu chez Cyril Hanouna sur le service public qui censurerait les journalistes, qui serait une officine de gauche, etc. Il devait produire avec Cyril Hanouna une enquête sur Complément d'enquête qui devait s'appeler Enquête de complément. Jeu de mots. On l'a jamais vue, cette enquête. Elle n'est jamais sortie. Et Jean-François Aquili, qui était journaliste pour France Info, jusqu'à ce qu'il soit révélé il y a pareil 2 ans, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, qu'il avait travaillé sur le livre de Jordan Bardella,
tout simplement. Ce qui a causé son départ de la chaîne publique. Donc, évidemment, Jean-François Aquili, Jacques Cardoz, ils ne sont pas trop là, par hasard, a priori. Ils ne sont pas là pour dire du bien du service public. Donc la liste des auditions est encore loin d'être bouclée, mais parmi les idées avancées, celle du président de la commission, le député Horizon Jérémy Patrier-Létu, d'entendre les patrons de médias privés afin de comparer les pratiques entre le privé et le public. Cette idée pourrait aboutir. Qui seraient convoqués? Les patrons de M6, TF1, RMC, BFM et pourquoi pas du groupe Bolloré. Ces derniers ne seraient assurément pas en terrain ennemi. Erwan, du coup, Meurice n'étant plus à Radio France, c'est quoi l'intérêt de l'auditionner? Alors, ça dépend. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire... si tu te mets d'un point de vue... mettons, nous, du point de vue de Charles Aloncle, député UDR, qui clairement a envie de mettre un coup dans le service public. Tu peux te dire, Guillaume Meurice va venir raconter qu'il a été censuré, qu'il a été licencié indûment, etc., etc. Ce qui, du coup, témoigne d'une mauvaise gestion à Radio France de son cas. Donc, c'est toujours un petit clou de plus à planter dans les reins de Radio France. D'un autre côté, si on se mettait... imaginons que ce soit on imagine un député LFI qui soit rapporteur, il pourrait dire moi j'ai invité Guillaume Meurice pour faire la même chose, mais l'inverse. C'est-à-dire que Guillaume Meurice raconte qu'en effet, il y a une censure à France Inter contre les idées trop de gauche, etc. etc., etc. C'est OK de demander à Meurice de témoigner alors qu'il est en procès au prud'homme. Oui, d'ailleurs, merci à Gribouilleuse qui nous rappelle que la procédure de Guillaume Meurice contre France Inter, c'est demain au prud'homme. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, par ailleurs, Guillaume Meurice, pour l'instant, n'est pas convoqué, donc ça ne sera pas avant le printemps, s'il est convoqué. Parce que là, il va y avoir les fêtes de fin d'année, etc. Donc, de toute façon... c'est vrai qu'il a été licencié, mais à la demande des amis politiques du rapporteur, c'est à double tranchant. Oui, c'est à double tranchant. Encore faudrait-il prouver que Charles Aloncle a des amis qui ont demandé le licenciement de... Bon. C'est un peu compliqué parce qu'il faut bien se rendre compte que dans une commission d'enquête parlementaire, vous pouvez pas... C'est pas un discours libre. C'est-à-dire qu'on vous dit pas, allez-y, vous avez 20 minutes pour raconter votre histoire. C'est qu'on vous pose des questions très précises. Les digressions sont permises, mais dans un cadre assez... parce qu'il faut quand même limiter en temps l'audition, sinon ça dure 12 heures à chaque fois et on s'en sort plus. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien fait François Bayrou pendant son audition, c'est des digressions à n'en plus finir. À tel point qu'à la fin, on savait même plus de quoi on parlait, on savait même plus pourquoi on était là, quoi, et quelles questions avaient été posées. On verra ce que dit Guillaume Meurice s'il est auditionné, parce qu'encore une fois, c'est toujours pas établi qu'il va être auditionné. Mais dans tous les cas... ça risque d'être marrant quand même. Guillaume Meurice face à une commission d'enquête. On espère qu'on va rigoler un peu. Donc, l'une des premières déclarations de Charles Aloncle a donné le ton. Le budget total de l'audiovisuel public, 4 milliards d'euros annuels, équivaut à 20 000 nouvelles places de prison, un réacteur nucléaire, 400 écoles ou 8 hôpitaux. Intéressant sens des priorités. L'ordre des dépenses en dit long. JLM a bien fait des tunnels plutôt à mon grand plaisir. Non, mais évidemment, c'est toujours possible. Mais bon, je suis pas certain, par exemple, que Guillaume Meurice ait autant envie de discuter que Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup débattre, qui aime beaucoup développer son propos, etc. Je suis pas sûr, si Guillaume Meurice était interrogé, qu'il aurait envie d'y passer 5 heures, quoi. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, quand il est convoqué devant une commission d'enquête sur les liens entre l'islamisme et les partis politiques, il sait bien que c'est lui qui est ciblé et donc il va devoir se défendre. Il y va pour en faire une tribune. Guillaume Meurice, là, en l'occurrence, il n'est pas mis en cause personnellement dans toute cette commission d'enquête. Je ne pense pas qu'il ait intérêt à ce que ça dure des heures, quoi. Et donc, cette somme permettrait aussi de lancer, je cite Charles Aloncle, un plan d'urgence pour sauver notre patrimoine en péril. Près de 6000 églises tombent en ruine. Encore une fois, les priorités. Aloncle part bille en tête, utilisant en privé les mots soupçon de conflit d'intérêts, possible insincérité des comptes, rupture déontologique, pacte de corruption, sans pour l'instant apporter de preuves.
ce qui supposerait que le contrôleur d'État, l'Arcom et la Cour des comptes n'ont pas fait leur travail. Surtout, il a bien l'intention, et il en a le pouvoir, d'obliger France Télévisions à fournir les contrats confidentiels passés à 3 grandes sociétés de production. Media One, c'est dans l'air, c'est à vous. Banijay, Nagui, Together Media, c'est ce soir, c'est politique. De quoi balayer ou donner corps aux fantasmes sur leurs conditions de passation. Dans le milieu audiovisuel, tout le monde a le souvenir cuisant du rapport du député Alain Griotteret sur les animateurs producteurs, fatal en 96 à Jean-Pierre Elkabbach. Parce que oui, c'est l'autre chose importante devant une commission d'enquête, il n'y a plus rien de secret qui tienne. D'accord ? Les contrats, les salaires, les modalités de ces contrats, les modalités de ces salaires, tout ça, la commission d'enquête peut vous forcer à les donner et vous ne pouvez pas refuser. Avec évidemment certaines exceptions, secret défense, etc. C'est un peu particulier, mais en tout cas, je vous passe ces histoires de famille à Charles Aloncle, parce que voilà. Mais d'où il vient donc, Charles Aloncle ? Eh bien, donc il est devenu député grâce à la dissolution voulue par Emmanuel Macron il y a 1 an et demi. Il roule pour Ciotti. Il aurait pu en être autrement dès 2023. Il joue les poissons pilotes pour Jordan Bardella, désireux de se faire un carnet d'adresses dans les milieux économiques. Il lui présente des personnalités de la tech, des patrons de fonds d'investissement, mais refuse finalement la proposition d'investiture du RN, lui préférant le sas de décompression ciotiste, moins radioactif. Pourtant, s'extasie-t-il à propos de la tournée de promotion du livre de Bardella, je retrouve la même ferveur que celle qui entourait la sortie des livres de Nicolas Sarkozy. Car oui, avant de se lancer dans les affaires puis en politique, le jeune Charles, qui se prénommait encore Charles-Henri, empinçait pour Nicolas Sarkozy son vrai héros de jeunesse. Une mise en examen ne veut pas forcément dire culpabilité. Aujourd'hui, il n'est pas condamné et j'ai totalement confiance en lui, confiait-il il y a 10 ans dans Émile, la revue de Sciences Po. Et maintenant que la Cour des comptes de cassation vient de confirmer la condamnation de l'ancien président dans l'affaire Big Malion, que les juges l'ont envoyé en prison dans l'affaire libyenne, le jeune député qui avait créé Nous les jeunes pour soutenir le retour de Sarkozy en 2017 esquive. J'ai pour lui une grande admiration, c'est lui qui m'a initié à la politique. Voilà qui va diriger la commission d'enquête sur le financement de l'audiovisuel public. Et donc, encore une fois, commission d'enquête qui n'a qu'un but, tout le monde le sait, c'est pas très discret, c'est pas très fin, mais c'est d'enfoncer encore un peu le clou dans l'audiovisuel public, qui a des défauts, bien des choses à critiquer, mais ça fait quand même 2 ans maintenant, 3 ans, qu'on entend régulièrement l'extrême droite qui veut privatiser. Donc là, c'est un grand moment de vérité qu'on va avoir, je pense, devant la commission. Et comme le dit Erwan, on retrouve encore Sarko comme pipeline vers l'extrême droite. Oui, et oui, bah oui. Voilà. Bah c'est quand est-ce qu'on parlait de ça ? Bah c'est hier qu'on parlait de Sarkozy. Et on disait qu'il avait été une sorte de guide spirituel pour 3/4 des hommes et femmes politiques de ce pays. Bah voilà, on en a encore une fois un exemple criant avec Charles Aloncle. Et alors, oui, juste une dernière chose. Parce que, évidemment, ça n'a aucune... Attendez, juste une seconde, parce que j'ai un petit problème de... Hop, non, c'est bon. Qui avait dirigé la commission d'enquête parlementaire sur la TNT et sur CNews, notamment? C'était Quentin Bataillon, à l'époque. Député Renaissance, donc de la majorité, de l'ex-majorité, puisqu'elle n'est plus vraiment majoritaire. Quentin Bataillon, dont on avait su après, plus tard, on l'a appris il n'y a pas si longtemps, qu'il avait eu un futur, Quentin Bataillon. Il n'est pas resté député Renaissance après la dissolution. Et on apprend notamment, dans ce portrait du Monde, qui date de fin octobre, cette année donc, dans ce portrait de Serge Nedjar, donc qui est Serge Nedjar, l'éminence grise de Vincent Bolloré, directeur général de CNews, il dirige aussi Capital, voici Femme Actuelle. Serge Nedjar, c'est vraiment le bras droit, l'homme qui tient d'une main de fer les médias Bolloré. Quentin Bataillon, donc, en effet, comme le rappelle Gélob, après la commission d'enquête, même pendant, je crois,
Il me semble que c'était aussi pendant la commission d'enquête. Il allait chez TPMP faire le malin. Pourquoi je tape commission d'enquête? C'est pas ça que je cherchais. Eh bien, en fait, tout ça n'était pas évidemment dû au hasard. Puisque Le Monde rappelle que la commission d'enquête est vite oubliée, l'Arcom ferme les yeux. 4 mois après la fameuse audition de février 2024, le président de ces travaux, Quentin Bataillon, jeune député macroniste, est aperçu dans les locaux de CNews. À la clé, une interview pour Paris Match, alors encore dans le groupe Bolloré, signé Laurence Ferrari, une séance photo sur le rooftop et une poignée de main de Serge Nedjar qui continue de savourer les progrès de la chaîne. Et Quentin Bataillon Paris Match, hop, je vous affiche le papier. Un candidat médiatique en campagne, papier signé Laurence Ferrari. Je vous lis pas tout le portrait, mais il est dithyrambique, concrètement. Sachant que Quentin Bataillon, aujourd'hui, est candidat au municipal à Saint-Étienne. Mais surtout, info qui est complètement passée inaperçue, qui a été tweetée par, je cherche mon lien, Alexis Lévrier, qui est historien des médias, et qui a posté sur X, Twitter, ce message le 25 octobre dernier. Quentin Bataillon n'a pas tout perdu puisqu'il a discrètement été recruté par Havas, donc par Bolloré, après sa défaite aux législatives. CF, cet article de Politico auquel on doit cette révélation. Cette trajectoire en appelle beaucoup d'autres. Et en effet, donc c'est dans la newsletter de Politico de ce mois d'octobre. Havas a préparé son pitch avec l'une de ses nouvelles recrues, l'ancien député Quentin Bataillon, Renaissance, qui a discrètement rejoint sa branche H Advisors au printemps. Ce qui en dit long sur le rôle de Quentin Bataillon dans cette commission d'enquête parlementaire sur la TNT, sachant qu'à l'époque déjà, quand on observait les commissions d'enquête et quand on écoutait les séances, c'était assez évident que Quentin Bataillon essayait de limiter au maximum le champ d'action de la commission d'enquête et les interrogations que pouvaient avoir les autres députés pendant la commission d'enquête. On sentait bien qu'il essayait à chaque fois de tempérer, de modérer, de nuancer, etc. etc. Bon, visiblement, ça lui a été rendu, puisque donc il a été recruté chez Havas. Alors, ça, c'était il y a un mois, donc on imagine qu'il est toujours chez Havas. En attendant, il est candidat aussi donc à la mairie de Saint-Étienne. Pas sûr que ça se cumule, si jamais il est élu maire, à mon avis, non. Il faudra choisir entre Havas et la mairie. Mais est-ce qu'on peut prédire un avenir similaire à Charles Aloncle? Peut-être. On verra. Ça dépend comment se déroule cette commission d'enquête parlementaire. Parfois, on est surpris aussi par les commissions d'enquête parlementaire. Si on prend l'exemple de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram, Violette Spilbou, députée macroniste, soutien parmi les premières d'Emmanuel Macron, a été exemplaire pendant la commission d'enquête, notamment face à François Bayrou. Et elle a... clairement, je pense qu'elle a perdu des plumes au sein du parti assez violemment. Mais en tout cas, elle a joué contre son camp, on pourrait dire, sans aucun remords ni état d'âme. Alors qu'en plus, elle était associée à Paul Vannier, député LFI. Donc, bon, a priori, on n'était pas sur une alliance de gens qui s'adorent. Mais voilà, ça a fonctionné. Donc, peut-être que Charles Aloncle va nous surprendre. Et qu'en fait, il rêve d'augmenter le budget du service public. Le sujet était plus consensuel ou éthique sur Betaram. Oui, mais François Bayrou était Premier ministre quand même. Mais oui, évidemment que sur Betaram, on pouvait moins être pour ou contre. C'est-à-dire que, il y avait une telle accumulation de révélations, de faits et de scandales que forcément, ça devenait compliqué de faire autrement. Mais bon, quand même. Ça prouve que certains peuvent quand même placer l'intérêt général avant les intérêts de parti. Mais c'est pas tous les jours. Donc on verra avec Charles Aloncle et on verra si on se fait des séances en direct, parce que je pense que ça peut être assez intéressant à suivre, tout simplement, et puis à commenter en direct. Je pense qu'il y a plein de trucs à raconter, notamment Delphine Ernotte, Thomas Legrand, Patrick Cohen, tout ça. À mon avis, ça va être hyper intéressant de voir Thomas Legrand et Patrick Cohen, personnellement très curieux de savoir comment ils vont répondre aux questions qui vont leur être posées. Ça risque d'être un peu sport.